Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est moi qui ai la charge très lourde ce soir de poser le cadre. Donc je suis un peu intimidé parce que Jean-Luc a si souvent et si bien parlé du cadre que voilà, ça m'intimide. Mais en tout cas, on est très très heureux de te recevoir, Jean-Luc, ce soir pour nous parler de ton nouveau livre. Donc peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Jean-Luc Géribonne, mais je pense que là dans la salle tout le monde doit le connaître. C'est on peut dire un penseur, un écrivain, euh, un éditeur aussi. Il a notamment édité un certain Fabrice Midal. Et Et découvert même. découvert même, oui. Et on a eu la chance de le recevoir plusieurs fois ici à la Maison de la Méditation, où il nous a parlé du cadre, de l'école de Palo Alto, mais aussi de Chogyam Trungpa. Et donc ce soir, il vient nous présenter son livre, Par de la sagesse, comment vivre. J'ai eu la chance de pouvoir le lire et j'ai été vraiment très très touché par ce livre. Et ce qui m'a touché, c'est à quel point il parle de ce qu'on fait ici dans l'école, notamment. Euh, J'avais déjà donc entendu Jean-Luc, j'avais trouvé sa pensée toujours très étonnante, qui m'a toujours marqué et parlé. Mais j'avais pas à ce point encore vu comme ça nous concernait aussi directement cette question de la sagesse, du chemin, de qu'est-ce que c'est qu'un chemin, qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Voilà, donc on a beaucoup beaucoup de chance de t'avoir ce soir, Jean-Luc. On a beaucoup beaucoup de chance de pouvoir lire ce livre et en plus, on va avoir l'occasion de continuer à travailler avec toi puisque tu vas revenir, mais on en reparlera pour 3 autres séances au mois de mai autour de toutes ces questions. Voilà. C'est maintenant moi qui te laisse la parole et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à toi. Et surtout, je vous remercie encore d'être là, d'être ici, puisque pour moi, c'est un lieu très important. Euh, Jamais ce livre n'aurait pu être possible sans ces conférences, hein. Donc, c'est pas du tout pour vous flatter, c'est vrai. Et d'autre part, je le dis dans les remerciements, je donne quelques noms, qui est les personnes avec lesquelles j'ai eu les plus d'échanges, ou dont je connaissais les noms simplement, mais on pourrait étendre ça à tous les participants. Il y a eu vraiment, comment dire, pour moi, ce livre, le travail, est le fruit de notre travail collectif. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On a essayé de mener une recherche, quand j'ai fait ces conférences, effectivement, notamment sur le cadre. Là, je les ai prolongées, puisqu'il y a une partie où je reprends ce que j'y ai dit, et puis une partie qui est complètement nouvelle. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu cette envie, disons, enfin, ça a un peu d'intérêt, c'est biographique, mais je vais dire ça autrement. Quelle est l'origine, au fond, de ce livre? C'est ça la vraie question, hein. L'origine, pas au sens biographique, quand est-ce que l'idée m'est venue etc., ce qui a très très peu d'intérêt, mais qu'est-ce qui a fait surgir ce livre? Voilà, ça, par contre, c'est intéressant parce que ça dépasse mon cas individuel et personnel. Alors, en fait, quand je remonte, je pourrais dire oui, j'ai toujours eu, c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure, hors cadre, c'est-à-dire en fait ces 30 ans de vie, etc. Bon, ce qui est vrai, hein, parce que encore une fois, ça fait plus de 30 ans, 35 ans même que je tourne autour de ces questions. Mais même avant ça, j'ai essayé de faire ce travail justement sur moi avant de venir, donc enfin au moment où j'ai préparé cette intervention, euh, pour dire au fond la vérité. Et je me suis aperçu que c'était une préoccupation très ancienne et qui remontait à l'enfance, et que cette préoccupation, c'était pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de la vie en tant que telle? Et que j'ai eu vraiment petit. Je me souviens, j'avais réagi une fois, je me souviens d'une conversation avec ma mère, où je lui avais dit, j'avais une expression que je comprenais mal, qui me faisait broncher, c'était l'expression « tuer le temps ». Vous savez, il faut tuer le temps. Oui, moi j'ai tué le temps.
Alors je demande à ma mère, pourquoi faut-il tuer le temps? C'est une expression quand même extrêmement étrange, hein, parce que les gens se plaignent sans cesse de ne pas avoir le temps, qu'ils n'ont jamais le temps, etc. Puis là, on se retrouve une expression qui dit qu'il faut le tuer. Bon. Et pourquoi le temps, d'ailleurs? Alors, en fait, quand on regarde de près cette expression, on s'aperçoit que c'est une manière acceptable de dire quelque chose qui, si on le disait de façon crue, serait tuer la vie. Parce que ce n'est pas le temps en tant que tel qu'on tue, c'est pas le fait que ce soit mardi ou mercredi, etc. C'est qu'on est en train de vivre quelque chose. C'est ça qu'on tue, en fait. On tue le fait qu'on est en train de vivre. Et donc, on dit simplement que quand on est dans une situation où on pourrait recueillir la vie en tant que telle, et non pas son contenu, évidemment, si vous êtes au cinéma, vous voyez un film passionnant, bon, c'est le film que vous voyez. Bon, si c'est très drôle, vous riez, etc. Si c'est un grand moment d'amour, très bien. Si vous faites l'amour, c'est formidable, très bien. Bon, mais là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit du fait que c'est le fait que nous soyons en train de vivre, par exemple ce que nous vivons, hein, qu'il s'agirait, à quoi il s'agirait de devenir sourd. Voilà. C'est quand même étonnant. Quand on y... Pourquoi? Parce que, alors quand on regarde pourquoi, vous voyez, une petite expression comme ça, quand on fait son épistémologie, tout ce qu'elle dit sur notre culture, etc. Parce que c'est forcément s'ennuyer. On tue le temps parce que sinon, tuer le temps veut dire, c'est une façon... Je suis arrivé à, finalement, éviter l'ennui qui me guettait. Vous savez, c'est comme chez le médecin, on vous donne le jour de France, Paris Match, ou je ne sais qui y a, bon, etc., ou un magazine de télé, ou peu importe, pour que vous, surtout, vous restiez pas sans rien faire. Bon, voilà. Donc, cette chose-là, j'en ai eu conscience très tôt, encore une fois, et ensuite, elle s'est intellectualisée, si vous voulez, avec le temps, évidemment, mais elle est toujours là, hein, c'est toujours la même que j'ai aujourd'hui. Elle s'est intellectualisée et sous la forme du fait que j'étais très sensible au fait que cette prise en compte de la vie en tant que telle manquait dans tous les grands discours. Que ce soit, je ne sais pas, par exemple dans la philosophie. Les gens la cherchent souvent dans la philosophie aujourd'hui, mais c'est une erreur. C'est pas du tout l'objet de la philosophie. La philosophie va se demander, je sais pas, comment établir une morale, comment fonder une éthique. Je sais pas, ça c'est des voilà. Ça, ce sont des questions typiquement philosophiques. Mais ce dont je parle, non. Et alors un jour, je me suis finalement... Alors on va me dire l'art, oui, mais l'art au fond, oui, certes, en partie, c'est vrai. Mais l'art, c'est une œuvre d'art. Voilà. L'art, c'est ce tableau, c'est ceci, c'est cela. L'art, c'est toujours un ceci ou un cela, etc. Et un jour, j'ai compris que le discours, la pratique qui recueillait cette dimension, c'était ça qu'on appelait spiritualité, pratique spirituelle, etc. Et effectivement, ça, j'ai compris. C'est pas du tout évident à comprendre, hein, parce que on va y revenir, enfin, peut-être après. Mais le mot spiritualité est un mot tellement ambigu, polysémique, difficile à utiliser, etc., il peut désigner ça. Pourquoi pas? Que dans la bouche de Chogyam Trungpa, à mon avis, c'est ce qu'il désigne. Mais pas forcément sous la plume de Mallarmé, quand Mallarmé parle de spirituel. Encore moins quand on dit, par exemple, que, je sais pas, dans le rôle du pape, il y a un rôle temporel et un rôle spirituel. C'est encore autre chose, etc. Donc ce mot est extrêmement, ambigu et flou. Moi, j'ai jamais aimé le flou. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'impression que tout ça, ça tournait autour de quelque chose que je ne pouvais pas nommer autrement que par le terme essentiel, l'essentiel. Voilà, c'est ça qui me... Et qui était absent, et qui brillait par son absence dans la plupart des préoccupations des gens, et qui pourtant était essentiel, puisque c'est vraiment ce qui nous fait exister
et ce qui se produit tous les jours, enfin, et tout le temps, etc. Et après, quand j'ai découvert, enfin, quand je suis entré dans l'univers de la psychanalyse, je me suis aperçu que ça avait à peu près la même configuration que ce que Lacan appelle la vérité. C'est-à-dire que euh, Lacan développe, on en parlera à la fin, quand je parlerai sur ma conférence sur dire ou ne pas dire, je parlerai un peu de ça, de la manière de Lacan, parce que ça, elle m'interroge depuis 40 ans. Pourquoi écrit-il comme ça? Bon. Mais donc je n'aborde pas la question, mais seulement il y a chez Lacan cette idée forte que le discours, ou ce qu'il appelle le discours courant, il écrit ça souvent, le disque qui court, dit-il, le discours courant. Le discours courant tourne autour de la vérité qu'il ne dit pas. Voilà, tourne autour d'une vérité qu'il ne dit pas et que d'ailleurs on ne peut pas complètement dire. Donc il y a une sorte de lieu aveugle au centre du discours. Alors c'est quoi cette vérité, etc. Je n'aborde pas ça, c'est pas l'objet là de cette conférence, on en parlera peut-être après. Mais en tout cas, je trouve que dans ce qui nous concerne ici, c'est-à-dire effectivement ce qu'on appellera provisoirement, en tout cas, spiritualité, ce qu'on peut appeler provisoirement l'essentiel, avant même de savoir trop ce qu'on y met dedans, occupe à peu près la place que Lacan donne au terme vérité. Un centre, un foyer aveugle et au fond jamais abordé directement. Alors, si vous voulez, une des choses que j'ai essayé de faire dans ce livre très ambitieux, beaucoup plus que son auteur d'ailleurs, bon, c'est de l'aborder directement. Ce qui est rarement fait, hein, parce que tout le monde suppose que ça va de soi. Voilà. L'éveil, ça va de soi. Bon, non, ça va pas. À mon avis, ça va pas. Donc j'ai essayé modestement déjà de le faire. Alors je me suis trouvé donc devant deux obstacles déjà. Le premier, donc, c'est le mot lui-même. Et donc, originellement, j'avais tout un certain nombre de développements sur le mot, enfin, etc., bon, qui a été coupé par l'éditeur. Bon, mais au fond, elle a peut-être eu raison, parce que finalement, ça consistait à dire c'est pas un bon mot, mais j'en trouve pas d'autre. Bon. Donc, pour dire ça, on peut le dire en une phrase. Bon, enfin, ça va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas un bon mot, mais tout de même, il est irremplaçable. Donc, c'est vrai que c'est quand même une observation qui va beaucoup plus loin pourquoi est-il irremplaçable? Voilà. Donc, il a bien une nécessité. Bon. Et donc, finalement, je suis arrivé à la conclusion que, de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Et donc, pour l'instant, on le garde. Enfin, j'en ai trouvé un autre après, d'ailleurs, qui est le mot « voix », mais j'y reviendrai. Mais il est un peu différent. Et puis je me suis trouvé devant une autre difficulté très vite, qui est aussi très importante que vous avez dû avoir, c'est que quand on parle de ces choses, on s'aperçoit de quelque chose, on a toujours l'impression qu'on en parle mal, et que ce qu'on dit est assez pauvre en définitive. Bon, quand quelqu'un qui ne connaît pas du tout ça, il vous regarde comme ça, très surpris, ah bon, c'est que ça, son truc? C'est pas la peine d'en faire tout un plat. Hein. Vous remarquerez que c'est ce que disent souvent les apprentis zen, etc., quand ils arrivent à l'éveil. Hein. Finalement, il n'y a pas grand-chose dans votre truc, dit-il au maître zen. Bon. Moi, j'adore ça. Je ne sais plus lequel, c'est Wang Pei, je crois, oui, qui dit je crois que c'est à moins que ce soit Lincy lui-même, le fameux grand Lincy. Enfin, je ne sais pas, je le cite, qui dit donc sa parole d'éveil. Je cite quelques paroles d'éveil extraordinaires. Mais oui, je crois que c'est Lincy qui était l'élève de Wang Pei, un certain Wang Pei. Et donc, quand il arrive à l'éveil devant son maître, tout ce qu'il trouve à dire, c'est finalement, il n'y avait pas grand-chose dans le bouddhisme de Wang Pei. Bon, ce que je trouve absolument extraordinaire. Jamais un occidental pourrait dire ça. Oui. C'est extraordinaire quand même. Hein. La simplicité de votre truc, c'est pas mal, mais bon, c'est pas mal. Non, d'accord, c'est pas mal. Mais enfin, c'est quand même, n'en faisons quand même pas toute une histoire. Quoi. Voilà, en gros, c'est ça le ton extraordinaire qui est le ton du zen. Hein, que moi, je préfère au ton heideggerien, mais enfin, on en parlera dans une des conférences. Alors, le problème, donc, c'est que, de ce fait,
il devient extrêmement difficile de répondre à la question, mais qu'est-ce que c'est au fond? Je vais lire de temps en temps un petit passage, 2-3 petits passages du livre, qui disent exactement ça, mais qui le disent voilà, dans le ton du livre. Un soir, alors que nous dînions ensemble dans un restaurant italien, une amie, qui savait que je m'intéressais depuis longtemps au zen, me demanda ce que c'était. Je restais quoi? Le serveur apporta une autre bouteille de vin. Mon ami attendit qu'il ouvre. Puis elle répéta sa question. Je bredouillais alors une réponse vague où nageaient quelques termes abstraits, dont celui de pratique spirituelle. Mais ce dernier mot n'éclaircissait guère mon propos, car il était lui-même flou. Elle me demanda, spirituel? Que veut dire précisément ce mot? Est-ce que vous pouvez me donner une définition d'une phrase? Parce qu'elle avait ce côté de la jeune, elle est plus jeune que moi, elle a ce côté de la jeune génération, vous voyez, qui croit qu'on peut tout définir en une phrase. C'est formé par la télé, par les réseaux sociaux. Donc si c'est si intéressant que ça, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le dire en une phrase? Bon, et puis voilà, comme ça on pourra, sous-entendu, comme ça on pourra passer à autre chose. Bon, voilà. Alors, quelques formulations me vinrent à l'esprit, mais je ne les trouvais guère convaincantes. J'avais l'étrange impression que tout était exact, mais partiel, et que même si elles n'étaient pas fausses, aucune ne convenait vraiment, comme des esquisses maladroites d'une estampe qu'on ne parviendrait pas à parachever. Je finis par choisir l'une d'elles, vaguement philosophique, je ne sais même plus laquelle, vaguement hegelienne, je me souviens, et mon ami parut s'en satisfaire, mais pas moi. En revenant chez moi, je repensais à notre conversation et à ma réponse. Qu'en fermant les yeux, je pensais au zen. Qu'est-ce que je voyais? Un tableau abstrait et pourtant concret, où tout était minutieux et coloré, une discipline indéfinissable mais précise, naturelle à sa façon, très profonde mais bizarrement sans gravité, une affaire presque accessoire qui était pourtant essentielle. Impossible de tirer de ce tableau contradictoire une définition présentable. Mais pourquoi était-il si difficile de définir le zen pour quelqu'un qui lui est extérieur? Parce que les mots que j'étais contraint d'employer ne peuvent prendre pleinement leur sens que dans et par la recherche elle-même. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand vous lisez, je ne sais pas si vous l'avez vu par les essais sur le bouddhisme zen de Suzuki, qui est un très très grand livre. Hein. Pour moi, c'est un des plus grands livres sur le zen. Le début est consternant. Et le zen est une pratique par laquelle nous pouvons ouvrir notre esprit, je ne sais pas quoi. Enfin, on se dit, mais franchement, on ne peut pas ne pas se dire, si c'est que ça, c'est pas la peine de se torturer ainsi, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire que ça paraît des platitudes. Bon, mais ça paraît des platitudes, mais parce que, en fait, à ce niveau du livre, qui est le début, si on accepte, et c'est la question qui est piégée, en fait, il faut la refuser, cette question. C'est ce que j'aurais dû faire avec mon ami, que je n'ai pas osé faire, et j'ai eu tort, parce que c'est la question qui est piégée, qui vous amène à forcément employer des termes dont l'autre croit connaître la signification, mais en fait, il n'a que l'usage ordinaire, enfin, bon, voilà, s'ouvrira, je sais pas quoi, le grand tout, enfin, je sais pas ce qu'il pense, hein, ça dépend des uns ou des autres, mais voilà. Donc, en fait, pour arriver à faire son chemin à travers cet univers verbal peu satisfaisant, c'est en fait par la pratique qu'on y arrive. Quand on approfondit effectivement quand on approfondit son rapport à ce que j'appelle pour l'instant l'essentiel, je crois qu'à ce moment-là, les mots qu'on dit, on les dit autrement, on peut les expliquer, on peut les commenter, mais on ne peut pas le faire tout à fait au début. Là encore, grande parenté avec la psychanalyse. Très très grande parenté. Hein. C'est-à-dire que si on vous pose des questions sur votre psychanalyse, je ne sais pas si vous êtes en analyse, n'en parlez pas, refusez de répondre. Vous allez banaliser l'expérience. Vous allez croire à tort que moi je l'ai cru longtemps, que les mots sont très pauvres. Et en fait, c'est vous qui êtes pauvre. C'est-à-dire que c'est votre usage des mots qui est pauvre. Hein. Les mots, ils sont ni pauvres ni riches, ils sont ce qu'on en fait. Bon, on en parlera dans une des conférences. Donc, à ce moment-là, je suis arrivé à cette si vous voulez, conséquence,
que l'exposé linéaire académique, bon, moi j'ai été formé par la chaire université, nos chaires universités, j'en suis une sorte de pur produit, vraiment l'essence même de l'homo academicus, c'est moi. Bon, donc je rêve d'un plan en 3 parties, etc., où tout s'enrange bien, c'est avec des citations en bas, une bibliographie, etc. J'étais formé à ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne veut pas, à mon âge, c'est trop tard pour changer. Donc, et pourtant, là, je me suis aperçu que ce type d'exposé était profondément inadéquat, puisqu'il supposait que le lecteur ait les cartes en main dès le début. On ne les a pas, justement, globalement. En tout cas, nous devons supposer un lecteur qui ne les a pas. Donc, je me suis aperçu que l'exposé théorique classique ne convenait pas, que c'était une erreur. Et qu'en fait, la bonne façon de parler de cette expérience, c'est forcément en faire le récit. Parce que le récit vous permet justement voilà, de conduire le lecteur et la lectrice, de les conduire d'étape en étape dans cette forêt qu'est le langage, jusqu'à l'endroit où, où le livre finalement s'arrête. J'aurais dû méditer sur un auteur qui est un peu oublié aujourd'hui, qui a beaucoup de défauts, mais qui a beaucoup marqué ma génération, qui est Castañeda. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Vous savez qu'il raconte l'initiation par un sorcier yaqui, etc. C'est un auteur américain, disons latino-américain, mais installé aux États-Unis et écrivain en anglais. Et lui a raconté son initiation. Il a pas essayé. Il a essayé au début, puis il s'est aperçu que c'était impossible d'en faire un exposé linéaire comme ça de but en blanc. Alors à ce moment-là, je me suis dit, il faut suivre l'itinéraire de quelqu'un. Et j'ai pensé à ce moment-là au livre de Roland Barthes, que peut-être certains d'entre vous ont lu, qui s'appelle Fragment d'un discours amoureux, qui suppose justement un sujet amoureux, qui raconte au fond voilà, l'évolution de ce sujet amoureux, s'il connaît, les affres de l'amour, etc., etc. Donc j'ai inventé une sorte de personnage qui porte pas de nom, hein, que j'appelle le chercheur spirituel, et dont on suit la progression dans le livre. Le livre, au fond, c'est ça, c'est suivre cette progression. Alors, sa progression, alors elle-même, j'en parle pas, parce que j'en parle longuement en tant que telle, dans le livre, hein, comment elle se fait, cette progression. C'est une progression en amont, enfin, je raconte pas le livre, bon, si vous le lisez, vous verrez. Mais ce sur quoi je voudrais simplement insister là aujourd'hui, c'est simplement sur le fait que, au fond, il progresse dans une façon de vivre. Bon, ça, ok, on comprend. C'est une façon classique de parler de la pratique spirituelle, de changer le rapport justement à la vie, au présent, enfin, etc., aux choses. Mais il y a aussi un autre aspect qui est lié, qui est une autre façon de dire la même chose en réalité, mais sur laquelle on n'insiste pas, et sur laquelle moi j'ai voulu insister dans ce livre, c'est que c'est aussi changer une façon de voir, c'est-à-dire c'est aussi un regard, la pratique spirituelle, un regard sur les choses et sur tout. C'est-à-dire que notre brave chercheur, qui évidemment est aussi une chercheuse, hein, bien entendu, je m'excuse auprès des femmes, j'ai employé un masculin qui est un générique, qui n'est pas du tout un masculin. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais là aussi, c'est un autre sujet. Eh bien, il découvre peu à peu, et nous découvrons à travers lui, une autre façon de voir les choses. Donc on parle, et il découvre surtout une chose fondamentale, c'est que ce qu'on appelle spiritualité n'est pas un domaine. C'est une qualité éventuelle des choses. C'est un regard portable, si je puis dire, qu'on peut porter sur tout domaine. Et que, en ce sens, le mot spirituel, si vous voulez, il appartient à la même famille, si je puis dire, que le mot poétique, par exemple. Voilà. La poésie, c'est pas un domaine. Il y a des poèmes, certes, mais on peut dire qu'un paysage est poétique, qu'un film est poétique, que quelqu'un est poétique. Je lui trouve une poésie, etc. Et bien pour moi, ce que nous appelons et ce que nous essayons de cerner à travers ce terme de spiritualité, c'est quelque chose
d'ailleurs assez proche finalement, hein. J'en parle dans le livre du poétique, mais à mon avis distinct néanmoins, mais c'est quelque chose qui appartient à ce type de catégorie-là. Donc le livre va se balader, si je puis dire, et va traverser, alors ça a beaucoup plu et amusé notre ami Fabrice, parce que donc, du coup je parle apparemment de choses, bon je parle du cadre, effectivement, je parle de transgression, je parle d'humour, bon je parle même du comique, et je parle même de Louis de Funès, alors il a beaucoup aimé ce passage. Je parle du passage extraordinaire où Louis de Funès dans Oscar. Je ne sais pas si vous avez vu Oscar, si vous l'avez vu, mais enfin, voilà, pris dans une sorte de folie, se met à délirer complètement. Bon, ben, voilà, j'en parle aussi. Et donc, on traverse tout ça. On traverse aussi, on côtoie, si vous voulez, on côtoie d'autres apprentissages comme la psychothérapie, la psychanalyse, etc. Et j'essaie de définir l'apprentissage spirituel par rapport à ça, en montrant que c'est pas la même chose, là encore, et pourquoi c'est pas la même chose, etc. Et puis, finalement, on arrive, je vais pas raconter tout le livre, hein, je vais m'arrêter un moment, mais on arrive à une étape qui est d'une certaine façon au-delà des divers cadres qu'on a traversés, et on tombe sur une expérience fondamentale que vous avez sûrement eue, et qui est très importante, et qui est l'expérience du vide. Ce vide qui est au-dessous des préoccupations, des agitations, des paroles, des discours, du sens, etc. Ce vide qui est vraiment au centre de la vie, et qui est extrêmement angoissant pour la plupart des gens, puisque quand il commence à s'établir, on l'a tous vécu. Ben, je vous lis un petit passage du livre aussi qui le dit mieux, parce que je l'ai travaillé tout simplement, donc il est mieux à mon avis, qu'est-ce que je vais en dire. Là, bon, j'ai dit un certain nombre de choses et qui peuvent paraître assez banales, et donc j'enseigne ainsi. Ces considérations peuvent paraître banales, et de fait, elles le sont. C'est ces considérations qui consistent à dire qu'on est toujours projeté en dehors du présent, ce qui est une évidence et qui est profondément vrai, que dit Montaigne, que dit Pascal, que tout le monde dit, sans jamais en sortir, mais tout le monde le dit. Bon, voilà, donc je l'ai dit moi aussi avant, et je commente en disant « Ces considérations peuvent paraître banales, et de fait, elles le sont. Mais si on les considère de très près, si on les prend intensément au sérieux, on traverse leur banalité. On parvient alors au lieu vide qui se trouve sous les superpositions mentales et les échafaudages psychologiques. Ce vide, qui affleure parfois sous le sens qu'on tente de donner à son existence, est au centre précis de la vie. Il apparaît quand les constructions qu'on a placées dessus s'effondrent, s'estompent ou révèlent leur fragilité. Il n'est pas forcément tragique. Je l'ai perçu parfois dans sa pureté en Provence, au milieu de certaines après-midi décorées par le chant des cigales, alors que j'étais envahi par une inertie vertigineuse où s'engluait la perspective de l'avenir, les tâches que je devais accomplir, l'ensemble de mes projets, de mes programmes et même de mes intentions. Il se situe au même endroit que la plénitude du présent dont il est l'envers. L'un et l'autre sont deux versions symétriques du même lieu. Quand il envahit la psyché et s'y stabilise, faisant paraître les activités comme inutiles et les pensées comme dépourvues de sens, on entre dans ce qu'il est convenu d'appeler une dépression. C'est pourquoi sa fréquentation est déconseillée par notre culture, qui s'efforce fébrilement de ne pas le voir, tirant d'ailleurs de cette ignorance active sa formidable énergie. Ça, c'est une intuition que j'ai depuis longtemps, c'est-à-dire que ce lieu, nous n'en avons qu'une vision négative. Tout est construit pour éviter de le voir, tout est construit pour éviter de le vivre,
et que je pense que ce qu'au contraire nous enseigne, enfin pour moi, hein, si on le résumait en une phrase, comme vous le voudrez, cet ami du restaurant, si on le résumait en une phrase, ce que peut nous apporter ce qu'on appelle globalement l'Orient, c'est-à-dire les traditions, je ne parle pas de la Chine aujourd'hui, évidemment, on n'en parle même pas, c'est même pas la peine, bon, mais les traditions chinoises et japonaises ancestrales, c'est justement d'avoir compris ce lieu et de proposer au contraire à la vie, aux sages, aux poètes, mais aussi à l'homme politique, de s'installer précisément dans ce lieu et d'en faire son lieu de vie. Alors, ce qu'essaye de définir le livre, c'est ça. C'est-à-dire que comment nous, occidentaux, nous pouvons accueillir cette exigence. Comment nous, alors nous qui encore une fois... Ah oui, alors pourquoi aussi je dis, avant de dire ça, je veux dire autre chose qui est très important. Quand je dis que notre civilisation s'efforce activement de l'ignorer, mais j'ajoute, tirant d'ailleurs de cette ignorance active sa formidable énergie. Je ne le dis pas comme une sorte de concession, bon, disons oui, quand même, c'est pas si mal que ça l'Occident. Bon, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire quelque chose qui est beaucoup plus positif que ça. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, la nature a une énergie et que cette énergie est très positive. Que c'est cette énergie qui lui fait, qui lui permet d'accoucher de la science au sens où nous l'entendons, de la technique au sens où nous l'entendons, d'envoyer un satellite, moi j'adore l'astronomie, bon, dans la banlieue de Jupiter, pour voir s'il n'y a pas de la vie dans les lunes glacées de Jupiter, etc., etc. Donc des choses qui sont à la fois extrêmement excitantes et au fond extrêmement importantes. Donc comment dire, je n'ai pas du tout un point de vue négatif, ni sur l'Occident, ni sur cette énergie. Simplement, et je pense que c'est ça peut-être que peut nous apprendre notre pratique, hein, notre pratique au sens profond du terme, quelle qu'elle soit, pas simplement la méditation assise, mais notre entrée dans le domaine que nous appelons spirituel. Simplement, il faut comprendre que les deux sont liés. Je crois que c'est plutôt ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire comprendre que il y a, de même que, comme j'essaye de le dire, le vide central, pour moi, est exactement la même chose que l'extase, la jouissance pleine du présent en tant que tel, c'est exactement la même chose, sauf que c'est le contraire. Voilà. Mais à part le fait que c'est le contraire, c'est la même chose. C'est-à-dire, en fait, c'est comme l'envers et le revers de la même médaille. Hein, comme vous disiez, vous savez ce que disait Salvador Dali, la seule différence entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou. Voilà, mais au fond, c'est la seule. Bon, voilà. Sinon, on est pareil. Bon, et là, c'est un peu la même chose que je veux dire. Donc là, ce que je veux dire, c'est que on peut pas non plus, on peut pas non plus partir dans une guerre contre notre culture sous prétexte qu'elle serait superficielle et qu'elle n'a pas vu ceci et qu'elle n'a pas vu cela, etc. C'est un point de vue extrêmement pauvre, extrêmement pauvre. Elle s'est établie ailleurs, elle a du mal à faire entrer ça, mais aussi ce qu'elle a construit est prodigieux. Voilà. Il mérite absolument l'admiration. C'est une très grande culture, très objectivement. Pas parce que c'est la nôtre, c'est évident c'est une très grande culture. Bon. Donc, le rapport, le problème n'est pas une sorte de critique éternelle de ceci, de cela, et toujours des jugements bien ou mal, etc. Le problème, c'est de voir effectivement comment elle se construit. Et comment donc nous pouvons nous situer éventuellement autrement, grâce à la compréhension de choses venues d'ailleurs, à l'intérieur de notre culture, pour la voir elle-même autrement et pour l'habiter autrement. Alors, le livre, et je vais terminer bientôt là-dessus, comme ça on pourra avoir éventuellement des échanges après, le livre ne s'arrête pas là, si vous voulez, parce que justement, il montre que ce lieu auquel nous sommes arrivés, ce lieu central, donc, qui est celui du vide, c'est aussi ce qu'on appelle la voix. Bon, voilà, le fameux mot de voix, qui pour moi est un mot essentiel. Donc, dans ma vie personnelle, il a surgi brusquement, c'est-à-dire que vous avez dû vivre aussi des événements de ce genre. En marchant brusquement, tout simplement, un jour, en Provence, parce que je suis provençal. C'est pour ça que je parle de la Provence.
près de la Sainte-Baume. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cet endroit extraordinaire, qui est un lieu sacré, très anciennement sacré, qui était sacré, qui est un lieu légendaire où sont venus, d'après la légende, les 3 Maries, après la mort du Christ. Elles sont dans une barque en pierre, etc. Elles sont arrivées au Sainte-Marie de la Mer, donc Marie, la mère de Jésus, puis 2 autres, qui s'appellent également Marie. Et donc, elles ont fini leur vie dans cette grotte qui est, effectivement, c'est un paysage. Alors là, le mot spirituel s'impose complètement. Très étrange. Très, très étrange. Bon. Et donc, en marchant, et brusquement, je me suis dit, mais c'est donc ça qu'on appelle la voie. C'est-à-dire que, là, je vous laisse lire le livre si vous le lisez, parce que ça ne peut pas se dire comme ça. Mais j'ai compris à la fois que c'était une métaphore et que c'était plus qu'une métaphore. Et pourquoi ça ne pouvait pas être autre chose qu'une métaphore? Pourquoi on pouvait pas employer? Pourquoi, au fond, on ne pouvait pas employer un autre mot que celui-là pour désigner ça? Et ça, ce genre de compréhension, vous avez dû en avoir. C'est étonnant comme elles sont subites. Hein, elles viennent brusquement, assorties d'une sorte de discours intérieur qui serait quelque chose du genre c'était donc ça que ça voulait dire, oui. Ou c'était donc ça que, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'était donc ça le bouddhisme de Wenpei, enfin, etc. C'était donc ça. Bon, voilà. Et donc, moi, brusquement, je me suis dit, c'est donc ça que ça veut dire quand on parle de la voix. J'avais lu des tas de textes sur la voix, comme tout le monde. C'est un des grands mots, évidemment, qui revient sans cesse. Et donc, je pense qu'il est très important de s'y installer dans ce mot et d'essayer de l'approfondir, ce que le livre essaye de faire. Et puis voilà. Et puis, je dis encore une dernière chose avant de finir, c'est que, justement, cette voie, elle peut nous conduire à 2 domaines adjacents, comme le montre le mot spirituel lui-même, qui est un mot qui est employé dans le domaine religieux et dans le domaine esthétique. On parlera de l'esthétique, d'une valeur spirituelle, de tel poème, de tel tableau, etc. Et puis, donc, il y a un usage évidemment religieux, qui était tellement évident, je n'insisterai pas dessus. Plutôt que de faire ce qui est très à la mode aujourd'hui, très bien porté, c'est-à-dire dire, bien naturellement, je ne mange pas de ce pain-là, etc. Donc, j'en parlerai pas, parce que moi, je suis un croyant. Bon, discours qui m'agace un peu, parce que c'est devenu la doxa d'aujourd'hui. Je me suis dit, mais non, là encore, il y a quelque chose à penser. Hein. Pourquoi c'est le même mot qui conduit là? Voilà. Donc, j'ai essayé de désigner le passage, voilà, de désigner le passage en laissant évidemment lectrices et lecteurs complètement libres. Je ne vois pas pourquoi je vois pas ce que je pourrais faire d'autre, mais je veux dire, je n'ai pas moi à prendre position tant que j'y ribonne là-dessus. Hein. Ça me dépasse infiniment en plus. Bon. Mais simplement, j'ai essayé très modestement de montrer comment la voie pouvait effectivement conduire à cela ou pas, parce qu'elle est en amont de ça. Et comment, d'une autre façon, elle pouvait conduire ou pas à une sorte de regard esthétique, en général, sur la vie, dont la spiritualité est très proche, effectivement, aussi. Donc j'ai essayé de montrer aussi cette proximité, comment le chemin pouvait arriver là. Donc voilà, c'est la fin du livre, ce sont ces 2 domaines adjacents. Voilà à peu près quel est le livre. Pour finir, j'ai envie de vous lire la fin de l'introduction, parce qu'il dit bien... vous vous dites peut-être quand même son livre, il est vachement ambitieux, il faudrait bien de rabattre un peu ses ambitions quand même, etc. Bon, alors ça c'est ce que je me suis dit, pas 1 fois par jour, mais 10 fois par jour. Et donc j'ai tenu à le dire, parce que c'est vrai. Face à un tel programme, c'est la fin de l'introduction. Face à un tel programme, je me sens essentiellement inadéquat. Il me paraît immense comme un monde, dangereux comme une forêt où l'on se perd. J'essaye de me défaire de ça. C'est tous mes affres quand je l'ai écrit, ce livre. Hein. C'est nul, ça n'intéresse personne. Au nom de quoi je dis ça? Qui suis-je pour? Quelle est ma légitimité, etc. Bon. J'essaye de me défaire de ce sentiment, mais je n'y parviens pas, car il est justifié. Partant pour l'aventure, j'ai l'impression de ne pas avoir l'équipement requis. J'observe les autres et je me demande, l'ont-ils, eux, cet équipement?
La réponse est oui au premier abord. Il sent bien qu'il l'est. Mais au second, difficile à dire. Alors je m'interroge sur l'équipement lui-même. En quoi consiste-t-il exactement, cet équipement? Que manque-t-il au mien pour qu'il soit adéquat? Est-il possible de le compléter? Je me tourmente sans que mon inquiétude me quitte. Mais pendant que je me pose ces questions fébriles sur l'aventure que j'entreprends, je m'aperçois qu'elles en sont partie prenante, qu'elles appartiennent au voyage. Bref, qu'il a déjà commencé. Voilà, je termine là-dessus. Pour vous donner envie de le dire. Voilà, ben voilà, si vous avez des questions, des remarques, des échanges, des observations, ou des critiques, hein, ou des... très volontiers. Et pas, vous n'êtes pas forcé non plus, hein, si... Merci Jean-Luc, merci beaucoup. J'avais une question sur la voix justement, parce que ce qui m'a surpris dans le livre, c'est cette manière de parler de la voix, et pas forcément des voix. Alors je ne sais pas si la question est très claire, mais est-ce qu'il y aurait... ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a une voix qui serait non définie? Parce que bon, voilà, il y a la voix de la méditation, ça on comprend bien, la voix du haïku, ou la voix chrétienne, mais qu'est-ce que c'est que la voix non définie? Alors justement, le livre essaie de répondre à cette question, c'est-à-dire que on l'utilise sans cesse ce mot, effectivement. Il y a beaucoup de livres qui s'appellent La voix du karaté, La voix de ceci, La voix des fleurs, La voix de ça. Donc ça, c'est un premier usage que je pratique comme dans la première partie du livre, que voilà, j'allais dire comme tout le monde, c'est l'usage commun. Et puis, il y a un certain moment, on prend du recul, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, au fond? Et pourquoi on ne dit pas seulement la technique du karaté, ou l'art du karaté, qui implique le fait qu'on dise la voix du karaté? Est-ce que c'est la même chose que quand, par exemple, Lao Tzu, grand auteur taoïste, comme vous savez, parle de la voix, le Tao, hein, qu'on traduit Dao, qu'on traduit par la voix. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Alors, le livre s'installe exactement, dans cette question. Dans le traité donc de Lao Tzu, Tao Te Ching, qu'on appelle Lao Tzu souvent, il y a cette formule absolument extraordinaire, pour moi vertigineuse, qui est, alors je le traduis évidemment, je le dis en français, je ne lis pas le chinois, je le dis en français, comme je ne connais pas son nom, je l'appelle la voix. Comme je ne connais pas son nom, je l'appelle la voix. Donc c'est pas le bon nom, mais j'en trouve pas d'autre. Autrement dit, cette position que je désignais tout à l'heure, de c'est pas terrible, mais je trouve pas mieux, c'est une position très profonde et ancestrale. Et cette formule, c'est pas n'importe qui là au-dessus, hein, c'est quand même le plus grand penseur chinois, à mon avis. Bon, elle est quand même extrêmement profonde. C'est-à-dire, au fond, c'est ce nom qui s'impose. Et pour répondre à ta question, je pense que la formulation intermédiaire, on la trouverait par exemple chez Erigel dans le fameux traité sur le tir à l'arc, ou chez Suzuki ou d'autres quand ils parlent du zen. Finalement, le propre de ces voies, c'est d'atteindre la voie. Donc la voie, une voie, c'est une voie en tant qu'elle mène à la voie. C'est la voie qui mène à la voie. Tout ça, j'essaie de le dire. Alors, c'est effectivement paradoxal, et ça désigne un espace intérieur paradoxal. Je comprends que ça, dit comme ça paraît comme un peu le zen, paraît souvent, quand on le dit comme ça, déroutant. Bon.
Mais en fait, ça a un sens très très profond. C'est que c'est un espace dans lequel le trajet et le but se confondent. Donc ça crée un nouvel espace intérieur, le fait que le trajet et le but paraissent finalement comme deux instants, deux formes de la même instance. Quand effectivement on comprend ça, on perçoit ça, la distinction entre une voie et la voie s'abolit, parce que la distinction entre le trajet et le but s'abolit, et qu'elle ne peut pas ne pas s'abolir, parce que la voie, elle est présente dès le début, et tout le temps, et sans cesse, etc. Alors, tout ça, je le dis dans le livre, je me permets de renvoyer au livre. Mais alors, ceci dit, est-ce que ça nous donne pour autant le droit d'identifier cela que nous vivons dans notre expérience à ce que là au-dessus appelle le Tao, etc. Là, moi, je ne me prononce pas. Hein, je le dis d'ailleurs, je ne me prononce pas parce qu'honnêtement, ça me dépasse. Moi, quand je le lis, quand je lis là au-dessus ou d'autres taoïstes, etc., oui, c'est ainsi que je le lis. Bon, est-ce que ma lecture est bonne, pas bonne? Quand je lis des auteurs spécialisés, savants, comme Anne Chang, par exemple, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, je connais d'ailleurs, qui est quelqu'un de très bien, qui est la fille, entre autres, de François Chang, que vous connaissez, qui est très connu, bon, qui a écrit une histoire de la pensée chinoise, ou Catherine Despeux aussi, qui est également une auteure très importante et très intéressante, qui a écrit un là au-dessus. Bon, je m'aperçois que, mais ça c'est l'extraordinaire aussi des pensées orientales, elles laissent la porte ouverte à diverses interprétations. Par exemple, quelque chose qui au fond nous, occidentaux, nous choque, c'est que la voix soit une sorte de principe abstrait en dehors de l'intériorité. Au fond, on n'y croit pas, au fond, ces trucs-là. C'est un peu comme les idées de Platon. Au fond, on n'y croit pas en réalité. Bon, on n'y croit plus, disons. Bon, donc nous, ça nous choque. Mais en fait, on s'aperçoit que, voilà, limite, c'est parfaitement... c'est pas un réquisite. Enfin, oui, c'est une interprétation, mais il y en a d'autres. En réalité, la voix se réalise dans l'intériorité. Elle le dit très, très bien, etc. Voilà. Donc, ta question est très profonde. Je pense que le livre te donnera, ou peut te donner les éléments de réponse à la question. Voilà, je n'insiste pas là-dessus, mais c'est encore, ça mériterait... ça mérite une conférence en soi, qu'on fera peut-être, pourquoi pas, un jour. Hein, mais il me semble que le livre donne des éléments de réponse à la question. Voilà. Non, il n'y a plus de questions. Ah, si. Non, pardon. Ah, oui. Bonjour Jean-Luc. En fait, je vais enlever le casque parce que je m'entends. J'ai une question sur l'endroit où tu te trouves, toi, enfin, en tant qu'auteur de ce livre que j'ai lu, en partie. Parce qu'en fait, c'est assez paradoxal. Tu parles beaucoup du cadre dans le livre. Et on voit que pour parler de la voix, en général, les gens qui en parlent, c'est les maîtres qui sont, entre guillemets, dessus ou dedans. Et ils en parlent à partir de là. Par exemple, quand on lit un livre de Trungpa, il parle à partir de l'endroit où il est, sur la voix. Et toi, je m'interroge sur là où tu es dans le livre, une des choses que je trouvais assez extraordinaire, c'est que tu n'en parles pas du même point de vue qu'un maître, où tu désignerais la chose comme ça, mais tu n'es pas non plus en dehors. Et donc, tu en parlais un peu au début de ton exposé, là, en disant que ce n'était pas un livre théorique sur qu'est-ce que ce serait la voix, et une sorte de description comme ça, un peu factuelle. Et donc, voilà, ça m'intrigue. Alors, moi, merci pour la question, hein, parce qu'elle est vraiment centrale, parce que je me la suis aussi posée. Hein. Je me la suis évidemment aussi posée, mais plutôt négativement, en me disant de quel lieu parlais-je, quoi, finalement. Hein, bon, voilà. Et en fait, je pense que je me reconnais tout à fait dans la figure du chercheur spirituel. C'est-à-dire qui est une figure qui n'existe pas, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire qu'on est habitué au maître spirituel. Bon, alors le maître spirituel, il est, bon, Trungpa est un très bon exemple. J'ai beaucoup de respect pour lui.
Il m'a appris énormément de choses. Je ne peux pas dire qu'il était mon maître. D'abord, je ne l'ai pas connu personnellement. Et ensuite, je ne peux même pas dire que, comment vous dire, tout ce qu'il dit me fait signe, hein, mais de là à dire qu'au fond, il n'y a que ça qui me fasse signe, non. Quand je lis Pascal, dont je parle, beaucoup de choses me font signe chez Pascal, par exemple, etc. Bon, pour parler d'un auteur occidental et français. Mais, et puis l'autre figure, donc, qui est symétrique de celle du maître, c'est celle du disciple. L'apprenti, le disciple, etc. Bon, dans laquelle je pourrais effectivement me reconnaître. Mais ce qui manque à cette figure, c'est le fait que celui qui est dans le chemin sait quelque chose et voit quelque chose, progressivement. Il voit progressivement quelque chose. Bon. Et là, je reviens à Pascal, qui est un autre de mes maîtres, si je puis dire. Il y a la fameuse formule souvent citée, qu'on commentait quand on était au lycée, on demandait de la commenter dans les dissertations, qui est vous êtes embarqué. Très belle formule. Pourquoi parier? Voilà, oui, parce que, vous savez, c'est le fameux texte sur le pari, où il dit, au fond, il faut parier sur Dieu, parce qu'on n'a rien à... Parce que finalement, on n'a rien à perdre et tout à gagner, etc. Et donc, et puis après, il répond à une question très intéressante. Et pourquoi faut-il parier, finalement? Moi, je ne veux pas parier. Et alors, il répond d'une manière magnifique, parce que vous êtes déjà dedans, vous êtes déjà embarqué. Autrement dit, on ne parle que de l'intérieur de cette barque. Alors, le maître est celui qui, j'allais dire tant mieux pour lui, il est arrivé à une sorte de position méta, semble-t-il, par rapport à la barque elle-même, etc. Bon, et donc, non, mais pourquoi pas? Moi, j'ai bien connu Lacan. Pour ne rien vous cacher, j'ai fait une analyse avec Lacan. Bon, c'est vrai que j'ai souvent l'impression en lisant, oui, c'est un maître, c'est-à-dire il parle, etc. Bon, très bien, mais effectivement, moi, j'ai pas cette prétention. J'ai la prétention d'être un chercheur, c'est-à-dire que l'image qui me vient, c'est curieusement, je sais que c'est une image qui est pas très sympathique en général, à tort, à mon avis, auprès des personnes qui pratiquent, qui se livrent qui suivent des pratiques spirituelles, mais c'est l'image du chercheur scientifique, vous voyez, pour lequel j'ai beaucoup de respect. C'est-à-dire, en fait, je parlais des satellites de Jupiter tout à l'heure, effectivement, se demander si ce qu'est la vie, justement, biologiquement, et comment la comprendre, essayer de la comprendre à partir de ce qui peut-être s'est passé ailleurs que sur la Terre, etc., c'est une très belle recherche. Bon, voilà. Et donc, à l'intérieur de cette recherche, on comprend progressivement des choses. Si je reprends l'image de la pascalienne, donc de l'embarcation, c'est ce que j'essaye de dire à la fin du texte que je vous ai lu, on est toujours déjà embarqué. Le moment où on commence à réfléchir, c'est ça qui nous sépare du cogito cartésien, hein, qui sépare Descartes et Pascal. On est déjà en situation, comme dirait le père Sartre, on est déjà en situation, parce qu'on est toujours en situation en réalité, dès qu'on est. Bon. Donc on est déjà dans cette fameuse embarcation. Alors, pour moi, le chercheur spirituel, c'est celui qui est un des passagers de la barque et qui réfléchit, les autres peuvent le faire aussi, on échange ça, et qui dit, voilà, moi, ce que j'ai cru comprendre, etc. Voilà, mais ce que j'ai cru comprendre. Mais au fond, alors c'est peut-être ça la grande différence avec le maître spirituel, mais au fond, ça vous est soumis. C'est soumis à votre expérience. Ça n'annule pas du tout, je ne cesse de le dire dans le livre, ça n'annule pas du tout votre expérience. Hein, c'est, voilà ce que moi j'ai compris de tout ça. Voilà. Et vous savez, il y a un auteur qui est extrêmement intéressant à cet égard, qui est un très grand écrivain, tout le monde est d'accord, surtout aujourd'hui, on ne cesse de le célébrer. Je parle de Marcel Proust, qui est une des idoles de notre ami Fabrice, bon, à juste titre d'ailleurs. Et Proust a un rapport de ce type à la littérature, c'est-à-dire en fait, voilà, c'est une paire de lunettes. Enfin, je crois qu'il emploie ce terme. Enfin, que je vous propose pour regarder un peu votre vie et la vie. Bon, ben si elles ne sont pas votre vie, tant pis pour vous, ou tant pis pour moi. Changez-en, mettez-en d'autres, adaptez-les. Bon, effectivement, la lecture de Proust provoque souvent ça. Il permet de déchiffrer des tas de choses de sa vie.
voilà, qu'on ne comprenait pas. Enfin, sur beaucoup de gens, Or, il n'a jamais prétendu être un maître. Hein. Jamais. Ou alors peut-être, oui, un maître au sens maître écrivain, oui, au sens voilà, d'une œuvre d'art, etc. Mais pas un maître spirituel. Donc je pense qu'il y a une place pour cette figure du chercheur spirituel que je propose donc de créer, puisqu'elle n'existe pas en tant que telle, et que ce qui l'accrédite aussi, c'est ce que j'essaye de dire à la fin. Le dernier chapitre s'appelle « Le moment de ne pas conclure ». Enfin, vous voyez le début. Je vais vous dire simplement le tout début du tout dernier chapitre. Le dernier chapitre s'appelle « Le moment de ne pas conclure ». Et il commence comme ça. « Le moment de ne pas conclure est enfin arrivé ». Pourquoi est-il arrivé? Parce que la voie continue. C'est dans sa nature. Pourquoi enfin? Parce qu'il a tout de même fallu un certain nombre de pages pour que disparaisse la possibilité d'une conclusion. Bon. Et donc, c'est ça qui, pour moi, accrédite d'une certaine manière la figure du chercheur spirituel, c'est que, au fond de moi-même, je pense que même un maître en est un. C'est-à-dire que la recherche n'a pas de fin. Voilà, qu'au fond, là je reviens à Lacan, donc là il y a une figure, il y a une formule de Lacan souvent citée. Vous savez que Lacan était sa spécialité, c'était les formules faussement claires que personne ne comprend et que tout le monde cite pour montrer qu'on est intelligent, enfin bon, et qu'on les comprend très bien. Alors une de ces formules, c'est il n'y a pas de métalangage. Bon, donc il n'y a pas de métalangage. Si je comprends bien ce qu'il a voulu dire, hein, ça semble vouloir dire la position dite du métalangage, c'est-à-dire je suis extérieur à la situation. Et de cette position d'extériorité, je délivre mon message, je parle, etc. Au fond, c'est une fiction. Elle n'existe pas. Elle n'existe tout simplement pas. Elle est impossible, en réalité, à occuper, parce qu'elle est impossible à créer. Si elle est impossible à créer, parce qu'elle n'a pas lieu, en réalité. Et que donc, elle est fictive. Je crois que ça veut dire ça, à mon avis. Vous avez peut-être d'autres interprétations. Mais en tout cas, si ça veut dire ça, ça veut dire que la position du maître spirituel, de son point de vue, est cette position qui est illusoire. Et ce qui semblerait aller dans ce sens, alors encore une fois, Lacan n'est pas parole d'évangile, hein, je le cite, on peut parfaitement ne pas être d'accord avec lui, bien entendu, mais ce qui semble aller dans ce sens, c'est qu'il disait, là encore une formule très intéressante et peu commentée de lui, il disait finalement que dans son séminaire, il se trouvait en position d'analysant. C'est-à-dire qu'il se retrouvait lui-même dans la position de l'analysant sur le divan face au public. Et que c'était ça, au fond, son analyse aujourd'hui. Très intéressant quand même. Hein, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout un savoir qu'il délivrait, etc. Vous savez, l'autre formule très connue de Lacan, le sujet supposé savoir. Hein. Un psychanalyste est un sujet auquel on suppose le savoir, mais qui ne l'a pas. Qui ne l'a pas du tout. Voilà. Parce que le savoir qu'on lui suppose... Alors, quand on est jeune, on croit que ça veut dire. Parce que le savoir qu'on lui suppose, il ne l'a pas encore, dans la mesure où c'est le processus analytique qui va lui permettre de comprendre le cas qu'on est soi-même, analysant. Bon. Mais peu à peu, on s'aperçoit que c'est encore plus profond que ça. Ça veut dire qu'il ne l'a pas parce que personne ne l'a. Et personne ne l'a parce qu'il n'existe pas. Voilà. Et donc ça, je pense que... ça accrédite, si vous voulez, cette position donc de la recherche et qui peut être éclairante parce qu'elle a affaire à l'obscurité aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Comment vous diriez que ça vous aide au quotidien, cette position de chercheur spirituel, enfin pour les difficultés du quotidien qu'on peut rencontrer? Alors, non seulement ça m'aide énormément, mais j'ai presque envie de dire ce qui serait faux, mais c'est ce que j'avais envie de dire pour faire un move comme ça, paradoxal et brillant. J'ai envie de dire il n'y a que ça qui m'aide. Bon. Mais ce serait un peu faux quand même, hein, parce qu'il n'y a pas que ça qui m'aide. Bon. Alors, là aussi, la réponse, la question est vertigineuse, elle est très très profonde. Mais le premier niveau de réponse, c'est que
ça aide parce que c'est exactement l'objet. C'est-à-dire la vie quotidienne, il n'y a pas de meilleur... La vie quotidienne, une des choses qu'on découvre, à mon avis, dans une pratique spirituelle, il y en a plusieurs. Déjà, c'est enfin, pas la fausse position, mais la partialité de l'opposition entre la théorie et la pratique. C'est à la fois une théorie et une pratique, un discours sur les choses et un vécu des choses, etc. Bon. Mais une autre chose que ça dissout, à mon avis, c'est la notion de vie quotidienne, justement, de vie de tous les jours. La vie de tous les jours est la seule. Moi, ce qui m'a toujours surpris dans la notion de vie quotidienne, c'est que elle a l'air de supposer cette notion qu'il y en a une autre. Bon, moi, j'ai jamais trouvé. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé, mais moi, je n'ai jamais trouvé. Autrement dit, c'est comme si, j'en parle dans le livre, ça, tu te souviens, Benjamin, je crois qu'on avait parlé, on vit, moi, l'idée qui me vient, c'est qu'on vit toute sa vie tout près d'un lieu formidable et merveilleux, mais on n'entre jamais, mais qui n'est pas loin, enfin, dont on voit vaguement parmi... C'est comme quelqu'un qui est à l'orée d'une forêt, et puis il voit que dans la forêt, c'est la nuit, il voit des lumières, il se dit, il doit se passer des trucs formidables. Bon, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas quoi, il n'y arrive, il ne sait pas comment y aller, il est en dehors de ça. On est juste au bord, juste à l'orée de l'endroit où les choses se passent, où ça deviendrait vraiment intéressant. Alors ce lieu, on l'a défini une bonne fois pour toutes comme étant la vie quotidienne, où on est supposé s'ennuyer, vous savez, oh, oui, échapper à la vie quotidienne, bon, etc. Bon, la routine, etc. Bon, très bien. Alors, je ne parlerai pas de la joie de la vaisselle ou de la joie de l'aspirateur, etc. Je n'irai quand même pas jusque-là. Mais je pense que ça dissout absolument tout ça. Et ça le dissout de plusieurs façons. Le livre essaie de le montrer. D'abord, ça le dissout parce que la vie devient, là il y a une autre notion donc, qui est très importante dans le livre, dont je n'ai pas parlé, hein, parce qu'encore une fois c'est qu'une introduction au livre, hein, je n'ai pas raconté le livre bien sûr, mais une notion fondamentale que ça apporte pour moi et qui est très importante pour Trungpa, c'est la notion de situation. Donc ça aussi je me demande pourquoi on insiste si peu dessus, alors que par exemple chez Trungpa elle est fondamentale. Hein. Bon, la vie devient une série et un ensemble de situations. La situation, exemple, voilà, là c'est un très bel exemple, celle que nous vivons. Hein, celle que nous vivons, qui a commencé, disons, bon, enfin, ça dépend où on l'a fait commencer. On peut la faire commencer au moment où j'ai pris la parole, ou au moment où on s'est retrouvés dans la pièce, enfin, peu importe. Bon, la situation que nous vivons, elle est très forte, elle est au fond, la spiritualité, c'est de comprendre qu'elle est absolument unique, elle ne se reproduira jamais, qu'elle porte quelque chose à la fois de neuf, d'inédit, d'inouï, quelque part. Hein. Comment ça se fait qu'on se retrouve là, nous, vous, moi, on ne s'était jamais rencontrés, ou pas du tout. Et brusquement, voici que nos destins se croisent, etc. Donc, toute cette dimension-là, quand on y est, que fait surgir, alors ça je trouve que pour le coup la méditation zazen le fait surgir, hein, enfin, là je parle sous ton contrôle, hein, parce que moi je l'ai peu pratiqué dans ma vie, très peu. Bon, mais je crois que toutes les pratiques spirituelles la font surgir. Il y a quelque chose d'étonnant qui se passe, c'est que vous avez dû vivre, c'est qu'immédiatement on cesse de s'ennuyer. On cesse immédiatement de s'ennuyer. Donc ça en dit long aussi sur ce qu'est l'ennui. Hein. Hein, si on passe à l'autre extrême, pourquoi est-ce qu'on s'ennuie donc? C'est parce que cette notion n'a pas pu s'établir. Dès qu'elle s'établit, parfois elle s'établit de manière tellement forte que quand elle s'établit de manière extrêmement forte, enfin, je parle dans cet ordre de sensibilité. Elle peut s'établir de façon forte parce que c'est insupportable ce qu'on vit, etc. Bon, très bien. Mais c'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est quand la situation en elle-même, même peu chargée affectivement, justement, par exemple, je sais pas, dans une soirée, voilà. Ça peut vous arriver dans une soirée. C'est assez fréquent, d'ailleurs, que ça arrive dans une soirée. Parce qu'une soirée, on est à la fois avec des gens et seul. Hein, on est déjà... Bon. Et brusquement, une joie complète, moi ça m'est arrivé des tas de fois, une joie vous envahit, quoi. C'est extraordinaire d'être là. Enfin, bon, il ne s'est rien passé de particulier, etc. Mais brusquement, vous voyez le château à Mont-des-Verts. Je suis sûr que vous l'avez vécu, ça, parce que
c'est la première approche pour moi de ce que j'essaie de désigner par le terme de voix. Donc voilà, donc brusquement la situation apparaît. On sait, alors il y a deux effets qui apparaissent à ce moment-là et qui sont extrêmement remarquables et intéressants. Le premier, donc, c'est qu'on cesse de s'ennuyer. Et il y a un deuxième effet aussi, c'est qu'on sait comment se placer dans la situation. Je pense que ça aussi, ça vous est arrivé. C'est-à-dire que quand on est jeune, on passe son temps à se poser cette question, mais est-ce que je suis est-ce que je dis ce qu'il faut? Est-ce que je n'ai pas dit pas ce qu'il faut? Est-ce que j'ai trop parlé? Est-ce que j'ai pas assez parlé? Est-ce que j'étais à droite? Est-ce que j'étais maladroit? Bon, etc. Et donc, on est sans cesse mal à l'aise dans la situation. Voilà. Dans le bon. Et donc, au miracle, parce que parfois ça tient du miracle, je trouve, la pratique spirituelle, hein, ça vous met ça j'en parle, dans la situation d'être un improviseur perpétuel de votre vie, mais une improvisation qui réussit. Justement, contrairement à des improvisations qui ratent, c'est-à-dire que vous l'avez sûr, je vois que vous l'avez vécu, sinon vous ne poserez pas cette question, et je suis sûr que vous avez vécu donc, ces situations où, face à l'autre, c'est le mot juste qui s'impose. Et vous, même face à quelqu'un qui est dans le malheur, la détresse, etc., enfin vous savez lui parler. Enfin vous savez lui parler. Voilà. Et le peu que vous dites sonne juste et le touche. Parce que c'était ce qu'il fallait dire, effectivement. Enfin, c'est ce qu'il fallait dire. Non, il y avait plein d'autres choses, mais c'est ce qu'il fallait dire pour vous, par rapport à ce que vous êtes, vous, dans la situation. Donc, cette capacité de la faire surgir, de ne plus s'y ennuyer et d'y trouver le mot juste, voilà, par exemple, un effet direct qui répond à votre question. Bon. Deuxième chose aussi qui est très importante, c'est de comprendre aussi que, d'ailleurs c'est tout à fait lié, hein, de comprendre aussi que c'est un champ d'observation. C'est-à-dire que j'essaie de définir, aussi je parle d'anthropologie dans le livre, ça met le chercheur, le chercheur spirituel, dans la situation d'une sorte d'anthropologue de lui-même, des autres et des situations. Ce rapport entre vous savez, les anthropologues, ils parlent de terrain. Alors, ils ont fait un terrain, ils sont allés dans telle tribu africaine, etc. Ils ont posé des questions. C'est un rituel, c'est quoi? Quels sont vos dieux? Bon, etc. Bon, donc ils appellent ça un terrain. Alors ça peut se passer ici et maintenant. Ça a été beaucoup pratiqué aux États-Unis, l'observation participante. Donc voilà, on devient, je ne sais pas, serveuse dans un café pendant 6 mois, et puis après on raconte l'expérience que ça a été, etc. Alors tout ça, effectivement, est très très intéressant. Hein. Il y a une très grande sociologie américaine qui repose sur cette notion de l'observation participante. Eh bien, je trouve que nous sommes mis, si je puis me permettre de dire nous, par notre intérêt commun, nous sommes mis dans cette situation d'anthropologue permanent, qui a très bien Trungpa. Or, cette situation, elle est extrêmement intéressante, naturellement. Bon. Et donc, je reviens à l'absence de l'ennui, donc, ça devient intéressant de vivre. Et je crois que Fabrice insiste beaucoup là-dessus, et il a raison, et un des champs d'expérience où on voit ça de manière la plus forte, c'est le travail. Je pense qu'il a parfaitement raison de parler du travail. Là aussi, on se demande pourquoi on en parle si peu. Il a fallu tous ces événements sociaux que vous connaissez pour qu'enfin on se dise, mais c'est peut-être anormal que les gens semblent vivre un calvaire, puisque travailler un peu plus longtemps est insupportable. Donc il y a quand même aussi peut-être un rapport au travail. Pourquoi ils le vivent si mal? Pourquoi est-ce que le travail serait à ce point insupportable? Donc il y a une réflexion aussi à avoir sur le travail. Alors, alors moi, je l'ai faite parce que j'ai eu un enseignement professionnel qui m'a forcé à réfléchir sur mon travail, puisque j'étais supposé, Sergi Pontoise, j'étais supposé en parler aux étudiants. Et donc là, me suis aperçu, si vous voulez, de l'extraordinaire richesse de l'expérience du travail. Voilà. Je dis simplement 2-3 choses qui me viennent à l'esprit, comme ça. Comment quelqu'un s'impose-t-il, par exemple? Qu'est-ce qui donne le droit de parler dans une réunion? Ouais. Voilà. Pourquoi quelqu'un, brusquement, qui est-il ou est-elle pour pouvoir lever la main et dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec vous, etc., ou je suis d'accord, ça. Comment est-ce que progressivement,
des jeux de pouvoir naissent et comment des configurations. Alors là, j'en parle peut-être de manière un peu critique, mais pas forcément. C'est pas forcément non plus critique. Hein. Au fond, comment se construit l'itinéraire de chacun à l'intérieur d'une entreprise, etc. C'est absolument passionnant. Il n'y a pas d'autre terme. C'est passionnant. Hein. Voilà. Ça dit des choses extrêmement fortes sur l'homme, sur la femme, sur l'homme au sens de l'homme et la femme, etc. Voilà. Donc, quelques exemples de ce que ça nous apporte. On pourrait en parler encore d'autres choses. On pourrait parler de la contemplation des œuvres d'art, hein, qu'on ne voit plus de la même façon, de l'attention au récit, etc. Encore une fois, je reviens à ça. Je pense que ça s'étend à tout parce que ce n'est pas un domaine. Voilà. Ça, je pense que c'est très important. Et je pense que les gens qui en font un domaine le réduisent. C'est comme si vous disiez l'humour est un domaine. L'humour n'est pas un domaine. L'humour, c'est un regard sur les choses, voilà, c'est tout. La poésie, c'est un regard sur les choses, pas un domaine, voilà, etc. Et quelqu'un qui est croyant dira probablement la même chose de sa religion, que c'est pas un domaine, c'est un rapport global qu'il a à sa vie, etc. Voilà à peu près ma réponse. Voilà. Mais merci d'avoir posé la question, parce que peut-être j'étais un peu abstrait dans mon intervention avant, non? Non? Peut-être c'est ça? Non? En tout cas, là, je sens que ça m'a permis de dire des choses que je n'aurais pas dites sinon. Vous avez dit à propos de la spiritualité que le mot n'était pas un bon mot, Oui. mais qu'il était irremplaçable. Oui. Et je me pose la question aussi du mot vide. Oui. Parce que pour moi, il est difficile à entendre. Ah, il est difficile à entendre. Oui. Pourquoi? Parce que aussi, il représente quelque chose qui est très très difficile à décrire, à évoquer. Enfin, c'est très compliqué, c'est très complexe. Ouais. Et il me semble que en parler, le définir, etc., ça le réduirait. Oui. Donc ça me gêne un petit peu, ce mot-là. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une manière de... Oui, il est irremplaçable peut-être aussi, parce qu'on peut difficilement trouver un substitut. Enfin, je sais pas. Ben, moi, je trouve que ce qu'il a d'important, il y a un chapitre qui s'appelle, enfin, un cours de chapitre s'appelle Le vide et le manque. Ce qui me paraît important, excusez-moi, ce qui me paraît important, c'est que, d'une manière générale, il est appréhendé, ce vide dont j'ai essayé de parler, là, il est appréhendé comme manque, en général. Et quand on l'appréhende, c'est autrement dit, quelque chose fait défaut. Pourquoi je m'ennuie? Parce que quelque chose me fait défaut. Si j'avais tel objet, je ne m'ennuierais plus, etc. Pourquoi je suis malheureux? Parce que la femme que j'aimais n'est pas là. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ce vers fameux de Lamartine, j'aime pas spécialement Lamartine, hein, mais je le trouve très très beau, incroyablement beau et parlant. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, c'est la description de la situation que nous avons tous connue, parce que je croyais être le seul, puis je n'ai pas la plusieurs personnes, je dis, mais non, tout le monde l'a connu, c'est très commun. Quand quelqu'un vous quitte, le monde perd sa couleur, et on se trouve dans un lieu extrêmement particulier de dépeuplement. Vous savez, Beckett a écrit un texte qui s'appelle Le Dépeupleur. Bon. Et qui est exactement reflété par ce vers de Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, tout est décoloré. Et le mot qui pourrait désigner le mieux ce lieu, c'est l'exil, effectivement. Le sentiment qu'on est en exil, qu'on n'est plus... Et c'est quoi l'exil? C'est je ne suis pas l'endroit où il faudrait être. Autrement dit, je ne suis pas chez moi, je suis à l'étranger, et je ne suis pas l'endroit où les choses se passent. Ça se passe ailleurs et sans moi. Hein, cette idée m'a pas très très forte, hein, et extrêmement douloureuse. Hein. C'est la vie comme un banquet auquel... Vous avez lu le très beau livre de Fitzgerald, de Great Gatsby, le grand Gatsby le magnifique, c'est ça, le banquet auquel je ne suis pas invité. Hein, qui est, effectivement, c'est une des scènes les plus poignantes. Il y a
pas plus belle figuration du malheur que ça. Il y a un banquet, tout le monde s'amuse, mais je n'y suis pas invité. Un film, bon, je peux en parler longuement, il y a un film de David, j'aime beaucoup David Lynch aussi, où ce thème apparaît, du banquet, où au fond, on n'avait pas pensé à moi. Ah oui, excusez-nous, etc. On donne une sorte de strapontin, bon, voilà. Donc, ça, c'est le manque. Hein, c'est le manque, et c'est donc c'est la façon dont, d'une manière générale, on appréhende ce qui se passe quand le sens fait défaut ou devient problématique, ou la couleur disparaît, ou l'intensité du vivre disparaît, etc. Ou j'ai essayé de le décrire dans le texte dans le passage que je vous ai lu, où les projets que j'avais, tiens, mardi je vais faire tel truc, c'est ça, oui, il faut que je voie un tel, c'est ça, bon. Tout ça, brusquement, se révèle comme dépourvu de signification. Le texte qui dit le mieux ça, pour moi, c'est encore un texte très connu, hein, c'est L'étranger de Camus. Hein. Aujourd'hui, maman est morte, j'ai reçu un télégramme de la ville, mère décédée, enterrement demain. Ça ne veut rien dire. C'est tout le début, incroyable encore une fois, hein, dans sa simplicité. Hein, c'est plus que poignant, hein, c'est extraordinaire, le début du livre de Camus, très connu, L'étranger. Bon, donc c'est généralement ce qui vient à l'esprit des Occidentaux que nous sommes, je dirais, pour aller vite, hein, pour désigner ce lieu où le sens, ou la force de l'autre, ou l'amour, ou tout ce que nous mettons en définitive dans la vie et qui à nos yeux la rend intéressante, se suspend ou fait défaut. Quand on s'installe là-dedans, c'est la dépression. Ça aussi, il y a une catégorie qui est prévue pour ça, c'est la dépression. Donc ça veut dire, ne vous y installez pas, on va vous aider à en sortir, on prend des médicaments, c'est pas normal d'y être. Je dis encore une fois, je dis pas ça, hein, bien entendu, hein, pour dire c'est vilain cacaboudin de prendre des médicaments, c'est ridicule, c'est pas du tout mon point de vue, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'en propose qu'une vision négative. On n'en propose qu'une vision négative, et pour moi, et là je fais des circonvolutions, mais pour essayer de répondre mieux que je peux, je suis pas sûr d'y arriver pleinement à votre question qui est très forte. Au fond, c'est ainsi que nous l'abordons, c'est-à-dire nous l'abordons comme un manque. Et donc, on nous dit, il faut le remplir. Alors, il y a le remplissement à tous les niveaux, ça peut être acquérir des objets, vous avez un iPad 14, pourquoi vous prendriez pas l'iPad 16, par exemple, un cogné. On est à la 4G, pourquoi on ne passerait pas à la 5G? Enfin, bon, ça n'apporte strictement rien dans la vie quotidienne, c'est pareil, hein, sauf des emmerdes, parce que c'est compliqué, bon, etc. Mais pourquoi il faut le faire? Non, pourquoi? Il faut le faire, c'est tout. Il faut le faire. Voilà, on ne sait pas, il faut. Voilà. Bon, donc, c'est ce qui nous est proposé. Là, c'est l'Occident caricatural. Hein. Il n'est pas toujours caricatural, bien sûr, là, mais quand il devient caricatural, c'est ça, cette espèce de frénésie de l'achat, du remplacement, que nous vivons tous, hein, qui nous constitue comme consommateurs, etc. Bon, mais voici aussi, on peut se dire que, et c'est là où je pense qu'on a besoin du terme de vide, de dire, eh bien oui, mais ce lieu, je peux le vivre autrement, c'est-à-dire que peut-être que rien n'y manque en réalité. Et que donc je dois mettre en question la notion de manque, c'est-à-dire l'interprétation du vide comme manque. Rien n'y manque. Pourquoi? Alors, revenons par exemple à la sensation d'exil que nous avons tous, donc. Qu'est-ce qu'il a créé quand on réfléchit? Ce qu'il a créé, c'est il existe un banquet où je ne suis pas invité. Bon, autrement dit, il y a des choses vachement bien qui se passent, mais elles sont ailleurs. Bon, donc c'est l'image dont je parlais tout à l'heure, de ce lieu animé, comme ça, qu'on voit au loin, mais auquel on n'accède pas, et qui fait que mon lieu à moi est nul, etc. Alors, tout concourt à ça. Je vois des films qui racontent des histoires extraordinaires qui se passent jamais dans ma vie quotidienne, etc. Tout concourt à ça. Des amours possibles ou impossibles, enfin, qui sont flamboyants, etc. Bon. Le sexe, c'est très très fort, ou ça marche pas. Dans les deux cas, c'est très intense, enfin, etc. Personne ne s'ennuie en faisant l'amour, par exemple, bon, alors que ça nous est tous arrivé, bon, etc. Voilà. Donc, en fait,
imaginons maintenant qu'on se dise, qu'on remette en question cela, c'est-à-dire qu'on se dise, mais ça me fait penser à quelque chose, oui, qu'on se dise, si vous voulez, mais ce lieu existe-t-il en réalité? C'est-à-dire, ce lieu, bien sûr qu'il y a d'autres lieux que celui dans lequel je suis, qu'il y a d'autres expériences que la mienne, qu'au moment où nous parlons, il y a peut-être des choses qui vivent, des gens qui vivent des choses très excitantes ailleurs. Bon, c'est pas ça que je remets en question. Ce que je remets en question, c'est au moment où nous vivons ce que nous sommes en train de vivre, existe-t-il un lieu, une situation qui soit par nature différente de celle que nous vivons, qui soit d'une autre essence que celle-là, et qui fait que nous ne sommes que dans le quotidien. Mais il y a des gens qui non, il y a des gens qui vont autour de Jupiter. Voilà, c'est ça, c'est vivre, etc. Bon, eh bien, imaginons que nous prenions conscience que c'est une illusion, c'est-à-dire que ce lieu n'existe pas. De la même façon que, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est... je me souviens, une petite anecdote professionnelle, j'ai été l'éditeur de Bourdieu. Et alors, on avait un problème avec Bourdieu d'index, je me souviens. Et je raconte ça parce que vous allez voir, c'est exactement ça. Et donc, on n'avait pas beaucoup de budget, mais on voulait quelqu'un qui fasse l'index. Au fond, on voulait quelqu'un qui fasse l'index gratos. Voilà ce qu'on voulait. Bon. Et donc, alors, oui, alors là, j'ai dit quelque chose que dit traditionnel, j'étais l'éditeur, donc que dit traditionnellement l'éditeur, c'est-à-dire, il faudrait qu'on trouve un très bon étudiant de 3e cycle qui pourrait faire passer ça pour sa thèse, et donc, etc. Bon, voilà. Alors, ce fameux étudiant du 3e cycle qui ferait passer ça pour sa thèse et qui accepterait donc de faire un index gratuitement, dont rêve l'éditeur, tous les éditeurs, je me souviens que Bourdieu en a éclaté dehors en même temps, s'est aperçu qu'il n'existait pas. C'est une pure création imaginaire. Il n'existe absolument pas. Il n'existe aucun étudiant qui accepte ça, de faire ça. Bon, personne n'est jamais arrivé au monde à faire passer ça pour sa thèse. Enfin, tout ça, c'est une sorte... Voilà. Et donc, en fait, voilà encore toute une construction qui se fait sur un personnage imaginaire, mais qui peut apparaître dans des réunions, dans des échanges, etc. Bon. Les personnages aussi qui composent notre mythologie, moi ça aussi, ça me frappe. Les gens parlent de Don Juan comme s'il existait vraiment, comme si ça existait. C'est vrai que la pièce de Molière, elle est tellement belle, tellement forte, tellement extraordinaire, bon, et l'opéra de Mozart, bien sûr aussi, tellement que, bon, on finit par imaginer qu'au fond, il doit bien exister quelque part. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des hommes qui voudraient qu'on les prenne pour des séducteurs, pour des Don Juan, donc ils s'installent dans ce personnage. Mais on ne touche jamais d'autre réalité que ça, évidemment, par définition, puisqu'il n'existe pas. Bon. Et donc tout ça, qui sont des évidences, alors évidemment, c'est là où je dis, c'est pour ça que je dis, il faut les prendre au sérieux. Évidemment, on va me dire, mais tout ça, on le savait déjà, c'est des évidences. Alors, ce à quoi je réponds, mais si on le sait déjà, et que c'est des évidences, pourquoi personne n'en tient jamais compte dans sa vie? C'est ça la vraie question. Pourquoi vit-on comme si ce n'était pas le cas? Voilà. Donc je pense que quand on discrédite effectivement, ce qui ne veut pas du tout dire non plus, je crois, hein, là, mais là encore, je n'aborderai pas, parce que c'est une immense question, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut discréditer l'imaginaire. Hein. C'est plus compliqué que ça encore. Hein. Mais c'est toujours le problème, hein, c'est que tout est compliqué. Voilà, tout a deux faces, plus on progresse. Voilà. Et donc, en fait, mais ça veut dire en tout cas que, effectivement, je pense que lorsque, effectivement, ce qui est supposé manquer et ce qui est supposé combler le vide révèle aussi son vide. Alors le plus net, c'est dans l'objet. Alors, ou par exemple le chagrin d'amour. Mais alors, le chagrin d'amour, c'est « Ah, mais alors, elle n'était que ça, finalement. Et en plus, elle m'a jamais aimé. » Voilà. Alors tout le monde lui dit ça depuis... Ça fait 5 ans que tout le monde lui dit « Mais elle ne t'aime pas. » C'est évident. Bon. Mais alors, ah, mais effectivement, elle ne m'aime pas. Ben oui, non, mais on te le dit. Oui, voilà. Bon, ben oui, elle n'aime pas. Pourquoi alors je l'aime? Parce que je projette sur elle, effectivement, ce qui est pour moi la femme idéale, enfin, supposée idéale, etc. Donc il ne peut que m'aimer, évidemment, et tombe à genoux, en extase devant moi, bien sûr. Bon, je suis irrésistible. Bon, mais, donc,
quand on comprend aussi, alors, dans l'amour, dans la sexualité, etc., aussi, c'est très important dans la sexualité, puisque la sexualité est imaginaire, c'est évident, tout le monde le sait, c'est pas la peine de faire la camp pour le comprendre, c'est évident. Bon. Mais quand on comprend que finalement, donc, tout ça se construit sur des figures qui sont effectivement de l'ordre de l'imaginaire, donc qui n'existent pas, si elles existent à titre d'image, mais qui n'ont pas de réalité, je crois qu'effectivement, à ce moment-là, on arrive à un autre rapport à ce lieu dont nous parlons, et que le terme qui peut le désigner, c'est le terme de vide. Le manque est comme écrasé par le vide. Et le vide se révèle à ce moment-là ne plus être forcément négatif. Voilà. Alors c'est ce que je dis. Si vous lisez le livre, vous verrez, voilà, j'en parle dans le livre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Moi, j'ai mon temps, tout mon temps, mais vous peut-être pas. Hein, donc voilà, je veux pas non plus abuser de votre patience. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un parallèle de la spiritualité, de la vérité, mais je pense qu'il en est de même pour la voix. Et forcément, ça m'a touché un moment quand vous parlez de Hegel, parce que je suis un pratiquant de culot. Ah, d'accord. Donc, la voix de l'arc. Et en fait, il y a un moment donné dans le tir où il y a le lâcher, qui est en fait une manière d'expérimenter le vide, de l'habiter. Et les Japonais ont mis un mot dessus qui ne se traduit pas réellement en français, mais le mot le plus proche serait la rémanence. Donc, est-ce que vous avez... Pourquoi la rémanence? Non, là, c'est moi qui parle sous votre contrôle, parce que je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi la rémanence, alors? La rémanence, c'est la continuité de la manière d'habiter le vide du lâcher oui, d'accord. dans ce tir. D'accord. Je parle des Hegel dans le livre. Je parle des Hegel, effectivement, et je parle du lâcher, etc. Oui, ben pour moi, mais là, c'est plutôt moi qui parle sous votre contrôle, parce que moi, je n'ai pas pratiqué ça. Hein, donc, j'en parle simplement d'après ma lecture du livre extraordinaire des Hegel, qui pour moi était fondamental, Le Zen et l'Archeval Alvarez. Je vous en conseille la lecture. Hein, c'est un livre court, mais absolument fondamental, qui peut changer une vie. Parce que ce qu'il dit du tir à l'arc, on s'aperçoit qu'on peut le dire à propos de tout, de n'importe quoi. Une fois de plus, on peut le déplacer sur d'autres pratiques. Hein. C'est une expérience, voilà. Bon, un japonais, plus familière pour un japonais d'ailleurs que pour un occidental, mais bon, peu importe. Mais effectivement, ce qui se passe à ce moment-là, effectivement, c'est que moi je dirais ça comme ça, si vous voulez, quelque chose. C'est ce que dit Hegel, quelque chose tire à ma place, enfin, quelque chose. Voilà. Donc, effectivement, un acte a lieu qui ne suppose plus la lourde mise en place d'un ego et d'un moi, etc., avec tout ce qu'elle comporte, d'aveuglement, etc. Bon, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, enfin, tout ce dont je parlais tout à l'heure, c'est tout le royaume de l'ego, hein, qui est forcément dans la sécurité, dans l'inquiétude, etc., ou au contraire dans la jactance, la vanité, etc. Donc, eh bien, effectivement, le moment où en effet, on est dans le zen, c'est, à mon sens, c'est le moment où un événement a pourtant eu lieu alors que alors que l'emprise de l'ego a cessé. Et l'emprise de l'ego a cessé pas seulement donc d'une manière négative, c'est-à-dire je me suis tu, je n'ai plus parlé parce que j'ai compris justement qu'effectivement tout ça me mettait sous la coupe de l'ego. Bon, pourquoi? C'est déjà pas mal, j'allais dire. Hein. Mais là, on fait encore un pas de plus, c'est-à-dire que quelque chose peut avoir lieu dans cette région, et ce quelque chose, c'est le tirer juste, le viser juste et le tirer juste. Alors l'impression qu'on en a dans le récit, évidemment, c'est que ça se fait tout seul. Mais là, je passe sous votre contrôle, vous allez me dire si... parce que vous avez cette expérience, moi, je ne l'ai pas. Donc moi, ce que je pourrais dire, moi, de ma propre expérience, et qui va dans ce sens, et là, ça répond à la question qui m'a été posée tout à l'heure, c'est voilà, la vôtre qui m'a amené à parler de la situation. Bon, c'est l'impression où dans une situation, les mots viennent, les mots me viennent. Bon, et notamment, le plus bel exemple de ça,
qui est souvent d'ailleurs donné, hein, enfin, c'est souvent l'exemple étudié par tout le monde, c'est le mot d'esprit. D'où le livre de Freud, que vous connaissez. Alors pour Freud, bon, c'est l'expression de l'inconscient. Bon, c'est dans le cadre freudien, c'est intéressant. Je dis pas du tout qu'il a tort, j'en sais rien en plus. Bon, ouais. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lui-même, il a été interrogé, questionné, il s'est senti questionné par ce mystère, effectivement, du fait que quelque chose sort de vous, qui est très réussi souvent en plus, hein, qui est très réussi. Hein. Tout le monde rit. Il est génial. Comment tu trouvais ça, mais on ne l'a pas trouvé. Enfin, on l'a trouvé sans le chercher. En fait, ça s'est trouvé en soi. Hein, c'est sorti comme ça, etc. Bon, donc là, on arrive, quelque chose se passe qui est très important, donc j'en parle longuement, et qui fait qu'au fond, c'est ce que j'essaie de dire quand je disais que la vie devient une improvisation réussie. Moi, je parle d'une expérience beaucoup plus modeste, qui est l'expérience du conférencier, justement, bon, que je suis en train de vivre là. C'est l'expérience de l'improvisation dans une conférence. Bon, j'ai remarqué effectivement que lorsque, mais là encore, pas n'importe quand, hein, c'est-à-dire, comment vous dire, il peut arriver un moment où le rapport avec le public, ce qu'on est en train de dire, etc., fait que ça fait surgir chez le conférencier quelque chose de non prévu, que quand il le dit, il sait qu'il faut le dire, il sait que c'est la chose à dire, et on constate à ce moment-là que c'est ce qui touche le plus le public. Voilà. Donc là, c'est très étonnant et très mystérieux comme expérience. C'est une expérience fondamentale de la vie. Hein. C'est-à-dire que ça me fait penser au rire, vous voyez. Quand c'est drôle, tout le monde rit, c'est communicatif. Et on vit un moment ensemble qui est le fait de rire de quelque chose, etc. Là, c'est pareil. Donc quelque chose se passe, etc. Bien, il me semble que des manières, il y a plusieurs manières, hein, je parle de... Il y a plusieurs façons de l'aborder, il y a plusieurs façons de le dire, mais une des manières de parler de la pratique spirituelle, c'est de dire, pour moi, quelle est la préparation à vivre. Alors, excusez-moi si j'ai vu du terme lieu, mais parce que c'est le terme qui me vient et qui me paraît le moins impropre, c'est au fond l'apprentissage du vécu dans ce lieu. Alors, il peut se faire à partir effectivement d'un art, comme vous le faites, ou bon, tout à fait, c'est très respectable. Il y a le livre, comme vous savez, de Gusti et Rigel sur l'arrangement floral, enfin, etc. Bon, donc ça, je dirais que c'est la façon orientale de le faire. Elle est d'autant plus respectable que c'est là qu'elle est née. Hein. Donc voilà, nous ne sommes pas après tout que des apprentis dans ce domaine. C'est pas nous qui avons inventé tout ça. Il faut bien comprendre que ça nous vient d'ailleurs et que ces cultures, ne serait-ce que pour ça, méritent notre respect, notre admiration, parce qu'elles ont introduit tout cela pour l'humanité en général. Bon, mais je pense que nous pouvons, et ça peut être notre rôle à nous, occidentaux, hein, là je suis sur la même longueur d'onde que Fabrice Midal, c'est-à-dire non pas appliquer le bouddhisme d'Orient, mais créer un bouddhisme d'Occident. Bon, ça ne nous empêche pas, nous, et c'est peut-être notre rôle, hein, et je dirais même plus, c'est peut-être ce qui est attendu de nous, par des gens comme le Dalai Lama ou autres, etc., c'est que nous pouvons, comme nous n'avons pas cette forte tradition, effectivement, de la cérémonie du thé, etc., bon, nous pouvons probablement essayer d'étendre cette configuration à d'autres activités de la vie, et pourquoi pas à la vie tout entière, etc., voyez. Voilà, moi je verrai les choses comme ça, pour répondre à votre question. Bonsoir. 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 Une petite question. Je t'avais pas vu. Ce chemin du chercheur spirituel dans le sens de l'Occident vers l'Orient, si pour schématiser ce que... Est-ce que quelque chose serait similaire si c'était, non pas l'inverse, mais si c'était un chercheur spirituel oriental qui venait vers l'Occident? C'est une bonne question, ça aussi. C'est très fine et très, ça te ressemble, très rabiscoté. Non, on me fait penser à une sculpture, tu sais, ces sculptures un peu torturées, comme ça. Peut-être un mobile de Calder où on voit des choses. Non, mais effectivement, c'est une question extrêmement intéressante. Je ne sais pas si je peux y répondre, puisque je ne suis pas oriental. Il me semble que
il me semble que, effectivement, il tomberait à peu près sur ce que nous sommes en train de dire. Mais là, je m'avance. Hein, il faudrait qu'il y ait un japonais ou un chinois ou une chinoise dans la salle pour nous dire. Parce que je pense que, naturellement, il serait dans une position, justement, d'anthropologue par rapport au monde occidental. Et que donc, il serait, par sa propre culture, installé ailleurs que ce qui est dans notre centre. Quel est notre centre? Alors là, effectivement, je rejoins Midal, et je pense que c'est ce qu'on doit à Heidegger. Bon, je ne me considère pas du tout comme heideggerien, mais je pense qu'on a une dette, effectivement, à l'égard de Heidegger. Quel est notre centre? Ben, effectivement, c'est le couple sujet-objet. Hein. C'est aborder les choses, la nature, etc., à partir de l'ensemble sujet-objet. Je suis le sujet et je suis face à un objet, etc. Et effectivement, ce qu'Heidegger a lourdement répété, parce que c'est pas un homme léger, c'est le moins qu'on puisse dire, bon, de manière excessive, souvent maladroite, assez arrogante, etc. Il y a beaucoup de défauts, mais qui est peut-être abusive en allant chercher les Grecs, parce qu'ils voient ça, comme vous savez, chez les penseurs dits présocratiques, mais néanmoins, il y a quand même une intuition de génie, hein, géniale, moi je n'hésite pas sur ce terme, c'est la notion d'oubli de l'être. Hein, c'est-à-dire que la notion d'objet réduit finalement les temps, c'est-à-dire ce qui se présente devant nous avec son être, comme étant l'objet de ma perception, de mon analyse, de mon langage, de mon désir, etc. etc. Il n'est pas respecté, il n'est pas respecté en tant qu'étant. L'étant n'est pas recueilli. Et donc Heidegger fait toutes des variations sur le terme legein en grec, et sur l'étymologie de ce terme, qui veut dire dire en grec, mais qui effectivement, originellement, veut dire recueillir, bon, etc. Donc, je pense que cette chose-là, là je la dis en termes heideggeriens, donc notre anthropologue chinois ou japonais, il ne dirait pas en ces termes, puisqu'on suppose qu'il n'a pas lu Heidegger, ou en tout cas que ça ne lui est pas familier. Mais je pense que naturellement, il verrait cela. Alors peut-être qu'il le dirait autrement, il dirait il y a une frénésie chez les Occidentaux, il dirait probablement ça. Dans le livre d'Erigel dont je parle, il y a un petit récit avant, donc il arrive au Japon, et il veut donc s'initier au zen, voilà, parce qu'il en a entendu parler. Bon. Et donc, on lui dit, oui, vous savez, bon. Enfin, on essaie de le dissuader. Bon, il insiste, alors finalement, on lui dit, bon, ben, puisque vous insistez, on va vous présenter quelqu'un. Alors, il s'attend à une sorte de maître spirituel tel qu'il les imagine, j'imagine, un peu mystique, enfin bon, et pas du tout, il tombe sur un prof de tir à l'arc. C'est assez surprenant, évidemment, pour lui. Parce que pour lui, le tir à l'arc, c'est un sport. Voilà. Donc, il ne voit pas le rapport. Bon. Et alors, tenez-vous bien, ça va encore plus loin que ça, parce que vous pouvez connaître ça. Donc, le tir à l'arc, le maître, très réticent. Non, il ne veut pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il dit, en gros, bah, moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec un occidental. Il n'a rien compris. Et en plus, ça a été douloureux pour moi, du coup. Bon. Et donc tout ce dont nous parlons, il le vit et c'est dit par Erigel. C'est ça qui est extrêmement. Je m'en aperçois en vous le disant d'ailleurs. Je ne m'étais pas aperçu avant. Bon. Et donc en fait, finalement, il accepte. Voilà. Il accepte, mais de mauvais gré. Bon, finalement, il accepte. Et donc l'apprentissage commence. Mais au début, il est très très réticent. Je pense que ce que nous pouvons tirer, le sens que nous pouvons tirer de cet apologue, qu'il n'en est pas un, puis ça s'est réellement passé, c'est que, effectivement, tout ce dont nous parlons, moi je l'ai un peu vécu avec François Tchang, voilà, si je peux parler de mon expérience. J'ai bien connu François Tchang puisque je l'ai édité. J'étais un de ses éditeurs, et j'ai cru sentir exactement ce dont vous dites. Ce dont vous parlez, pardon. C'est-à-dire, en fait, oui, il vous écoutait, je m'écoute comme ça, oui, etc. Oui. Comme s'il renvoyait à je ne sais quoi, qui n'était pas tout à fait ce que je disais, mais qui était quand même intéressant, ce que je disais, mais etc. Oui. Je sentais cette espèce de... Bon, puis, par exemple, un jour, il s'est mis à me parler de la révolution culturelle.
à l'époque, on n'en parlait pas. Il m'a dit, tu ne peux pas savoir l'horreur que ça a été. On s'étonne qu'on en parle si peu. Et effectivement, à l'époque, en Occident, on en parlait très très peu. On ne savait pas qu'il y a eu des millions de morts, des gens torturés dans des conditions horribles. Enfin, maintenant, tout ça, nous le savons. Mais à l'époque, on ne le savait pas. On s'en doutait un peu, mais on ne le savait pas. Et lui, voilà, je ne sais pas s'il avait vécu lui-même, mais en tout cas, il le savait bon, en tant que Chinois, et il en parlait avec beaucoup de discrétion. L'impression qu'il me donnait, et je pense qu'il était juste, c'était de quelqu'un qui voyait des choses, mais qui pensait ne pas forcément pouvoir les dire. Ou pouvoir les dire dans la situation qu'on était en train de vivre, ou à la personne, tout simplement. En l'occurrence, moi, qui étais quand même un jeune éditeur, fringant, m'intéressant déjà à ces choses, mais probablement quand même très, très éloigné du lieu où il était. Bon. Voilà, donc je pense que lui, c'est une bonne figure de ça. Une autre figure de ça, c'est Chogyam Trungpa lui-même. Chogyam Trungpa, il s'en est un peu expliqué de ça, et ça répondait à ta question dans un livre, une autobiographie qui s'appelle Néo-Tibet, et où il raconte donc effectivement, il raconte sa fuite, donc, bon, puisque comme vous savez, le Tibet a été conquis, écrasé, et encore quelque chose qui est complètement passé sous silence, d'ailleurs aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, il y a eu, je crois, presque 1 million de morts, enfin, interdiction de langue tibétaine, annexion pure et simple du Tibet par la Chine, bon. Et donc, fuite du Dalai Lama, ça c'est des choses très connues. Et donc, Chogyam Trungpa aussi a dû fuir la Chine, et donc il est venu en Occident, en Angleterre d'abord, et ensuite aux États-Unis. Bon. Et du coup, il a avec une très grande intelligence, hein, à laquelle Fabrice rend souvent hommage, à juste titre, une très grande, je dirais, un très grand tact aussi. Hein, c'est-à-dire, pas du tout, il n'arrive pas en disant vous êtes des barbares, vous ne pourrez jamais comprendre. Ça. Il fait exactement le contraire. Il commence par se vêtir comme nous, il met un costard, il met une cravate, etc. Pas pour passer inaperçu, hein, mais pour dire le message étant je suis exactement comme vous. Voilà. Et non pas j'ai une sorte de savoir en tant qu'oriental que vous ne pourrez jamais comprendre, etc. Bon. Et après, il décide au fond d'adresser son enseignement à des Occidentaux. Et pour ça, il s'aperçoit d'une chose, donc ça rejoint des choses que nous disons là, c'est qu'il faut déjà ne pas faire l'erreur que font d'habitude, vous avez dû la connaître, hein, je pense, puisque vous connaissez ça aussi bien que moi, sinon mieux. La grande erreur, c'est de balancer des mots sanskrit, chinois, japonais, etc., très compliqués pour nous, des noms de maîtres zen qu'on n'arrive jamais à retenir. Bon. Et tout ça compose une sorte d'orientalisme assez fatigant, moi, je veux dire, et peu utile, etc. Alors que lui, il fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il part de l'expérience, et puis quand il a installé l'expérience, quand elle est comprise par l'auditoire, qui pose des questions, hein, parce que les Américains ont ce côté que nous n'avons peut-être pas assez. Enfin, ici, vous en avez, tant mieux, mais le Français est quelqu'un de plus réservé, il a peur qu'on pense qu'il est bébête, qu'il ne connaît pas. Bon. Et aux États-Unis, ils se lancent, les gens. Voilà. Donc, on lui pose des questions, et donc ça l'amène à répondre à ces questions, si vous voulez. Mais au fond, il introduit ces termes, toute cette terminologie assez indigeste pour nous, hein, parce que nous ne connaissons pas le chinois, nous ne connaissons pas le japonais, et le sanskrit non plus, bien que ce soit une langue indo-européenne, hein, donc voilà, qui est de notre famille, si je puis dire, linguistique. Mais au fond, nous ne le connaissons pas non plus, mais on ne connaît même plus le latin ni le grec. Il faut voir hein, l'état de déculturation auquel on est arrivé progressivement. Bon, donc c'est comme ça qu'il procède. Et je pense que c'est la façon dont il faut procéder. Mais ça part effectivement de l'idée, là je termine là-dessus pour essayer de synthétiser, pour répondre mieux à ta question, si tu veux, qui est très importante, effectivement, je pense que ça part de l'idée que l'autre, il ne voit pas ce que je vois. Bon, c'est vrai. Donc je peux avoir des choses à lui apprendre. Mais quand même, je dis de la façon volontairement naïve et la plus simple possible, mais quand même, ce qu'il a fait est formidable. Voilà.
Et je me souviens d'une conversation avec François Chen, justement là-dessus, presque là-dessus, hein, où je lui ai dit, posez cette question, mais comment au fond vois-tu finalement le monde occidental, etc. Est-ce que, parce que à l'époque, je commençais à découvrir tout ça, et je trouvais qu'au fond, le monde oriental était beaucoup plus profond, ce qui est une première vision qu'on a. Après, on revient là-dessus, hein, c'est une vision très superficielle, mais bon, c'est vrai qu'on peut l'avoir. Et je lui avais donc posé une question pour le surprendre, je lui ai dit, qu'est-ce qui finalement te... aujourd'hui, après ton expérience de l'Occident, qu'est-ce que tu pourrais reprocher aux cultures traditionnelles chinoises? Et il m'avait répondu, je me souviens, ça m'avait frappé, quelque chose du genre, elles ne pensent pas, elles ne permettent pas au fond le changement. Elles répètent toujours la même chose, inlassablement, pour l'éternité, etc. Tandis que l'Occident, c'est toujours nouveau. Et ce qui n'est pas faux, hein. L'Occident, la spécialité de l'Occident, c'est de créer des trucs jamais vus, de s'extasier devant des objets qui n'existent pas, d'envoyer des satellites autour de Jupiter, bon, etc. Bon, d'inventer des langues, enfin, bon, de conquérir l'Amérique, enfin, etc. Quoi. C'est vrai, c'est assez prodigieux aussi, hein, cette espèce d'énergie et de volonté de découvrir, etc. Voilà. Et ça il pensait que ça avait un prix et qu'il fallait le recueillir, et que d'une certaine manière, comment dire, quelqu'un qui se met dans ce rapport par rapport à sa propre culture est dans le bon rapport. Ça me fait penser à ce que dit le Dalai Lama. On raconte que, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est vrai, puisque je l'ai raconté par plusieurs sources, on raconte, ça aussi ça va... Je termine là-dessus, rassure-toi, parce que ta question m'a inspiré. On raconte que le Dalai Lama était invité à une... Peut-être vous connaissez cette histoire, Fabrice la connaissait aussi, à une conférence, moi je ne sais pas si elle est véridique, hein, on me l'a raconté, je raconte telle qu'elle m'a été racontée, à une conférence par des chrétiens, donc sur expliquer donc la spiritualité, justement, bouddhistes, tibétaines, enfin à des chrétiens, etc. Alors j'imagine, vous savez, j'imagine que ça doit être dans le cadre de l'œcuménisme chrétien, donc il a dû être très bien accueilli, cher maître, cher ami, asseyez-vous, etc. Écouté par, donc, je dis ça sans aucune hostilité, j'ai aucune hostilité à l'égard du christianisme, au contraire, ça me touche énormément. Donc, mais j'imagine cette ambiance un peu que vous connaissez, se voulant économique, où tout le monde, œcuménique, tout le monde sort son petit calepin pour prendre des notes sur très précieuses, sur l'altérité, etc. Bon, et alors, donc voilà, il est introduit, et donc oui, alors oui, en effet, je vais vous parler donc de la spiritualité bouddhiste, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lit l'Évangile. Et dans la stupéfaction générale, donc il lit des passages du Nouveau Testament, etc. Alors dans un mélange, semble-t-il, de consternation, qui, si c'est que ça, pourquoi il vient, qui progressivement, et parce qu'il le lisait lui, bien entendu, de son lieu, la façon dont il le lisait devait probablement faire sentir son lieu à lui. Tout se passait, a dit paraît-il, un participant, comme si on ne l'avait jamais entendu, ce texte. Voilà. Et donc, c'est un peu ça ma réponse à ta question. Des gens comme ça, qui sont des gens de très grande dimension, le Dalai Lama, Chogyam Trungpa, etc., d'autres que je ne connais pas, je crois que c'est ainsi qu'ils nous ont vus, appréciés et aimés, finalement. Voilà. Il n'y a plus de questions. On peut clore là, hein, si vous êtes d'accord. Voilà. Merci.